Bonjour tout le monde. Calmez-vous, ça va bien se passer. La présentation était parfaite, donc je vais pouvoir attaquer et éviter de perdre du temps dès le début. Aujourd'hui, je vais vous parler du bon HTML, parce qu'il y a du mauvais HTML et c'est celui que vous connaissez probablement. Et donc avec le bon HTML, vous allez voir qu'on peut faire des trucs super chouettes et notamment économiser du JS et du CSS. Il n'y a pas que CSS qui permet de virer du JS. Les slides sont déjà en ligne sur l'URL qui est affichée, food.fr, donc ffoodd.fr/devfest, pour ceux qui ont envie de jouer avec les démos ou juste de lire eux-mêmes sur leur écran. Et donc voilà, moi je fais du HTML depuis 20 ans, et j'ai appris pas mal de choses en lisant les spécifications. Vous allez voir qu'il y a des trucs cool. Déjà, un des aspects du web les plus intéressants, c'est qu'il est standardisé. Il y a un organisme qui s'appelle le W3C qui édite les spécifications du HTML avec le WhatWG maintenant, de CSS, de SVG, de plein de trucs super cool. Et il y a une personne qui est à l'origine du web, entre guillemets, dans la mythologie moderne en tout cas, c'est Tim Berners-Lee, qui a donc créé le web, entre guillemets, toujours au CERN, à la fin des années 80, qui a fondé le W3C en 1994 et qui a proposé des axiomes du web en 1998 en voyant qu'en 4 ans, ça avait commencé à devenir merveilleux. Dans les axiomes du web proposés par Tim Berners-Lee, il y a le principe de moindre pouvoir, qui est quelque chose d'indispensable aujourd'hui quand on parle d'éco-conception, quand on veut faire de la sécurité, quand on veut faire à peu près tous les sujets. Le principe de moindre pouvoir stipule que vous devez utiliser la techno la plus basse possible, la moins coûteuse en ressources possibles pour faire ce que vous pouvez faire. Autrement dit, la version simple, si vous pouvez faire quelque chose en HTML, n'utilisez pas de JavaScript pour le faire. Il y a d'autres principes, d'autres axiomes du web qui ont été publiés par Tim Berners-Lee. Il y a notamment KISS, Keep It Simple Stupid. Il y a le design modulaire qui est très tendance aujourd'hui quand on parle design system, bibliothèque de composants et ce genre de choses. Tim Berners-Lee l'a planté dans les axiomes du web en 1998. La tolérance en général, la tolérance à l'erreur dans les langages qui sont spécifiés par le W3C, que ce soit HTML, CSS ou SVG, sont tolérants à l'erreur et c'est un truc hyper cool. Votre JavaScript n'est pas tolérant à l'erreur. Et la décentralisation, ce truc-là a disparu. Bref, quand on parle d'amélioration progressive pour les gens qui suivent l'intégration web de près depuis des années, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est vraiment la base d'une bonne intégration web. Il y a un arbre de décision qui est extrêmement simple, ce qu'on va appeler une stack technique. Globalement, commencez par le HTML. Si vous n'y arrivez pas avec HTML, mettez un peu de CSS. Si vous n'y arrivez pas avec CSS, allez, du JavaScript. Si avec JavaScript, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, notamment pour la partie accessibilité, la restitution au lecteur d'écran par exemple, saupoudrez une couche d'ARIA bien maîtrisée et sobre. Si jamais vous avez toujours des problèmes, vous avez éventuellement des polyfills pour des technos qui vont venir mais qui ne sont pas encore supportés. Et enfin, en dernier recours, vous avez des frameworks. Ce qui va vous permettre de passer d'une couche à l'autre de cette pile technique, c'est le support existant et le bon sens. À chaque fois que vous faites un truc, essayez de vous servir de votre cerveau, ça gagne du temps de manière assez spectaculaire. Suivez les spécifications HTML, faites de la veille sur HTML, CSS, c'est comme ça que vous apprendrez que vous pouvez faire des nouveaux trucs avec. C'est quelque chose qui est généralement hors radar de la veille technique et technologique dans la plupart des entreprises. Donc rajoutez HTML et CSS dans votre veille. Ce qui est important dans les spécifications, c'est qu'il y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, des choses qui restent mais qui sont obsolètes. Et c'est très important de surveiller ça. Alors, on a plein d'exemples en HTML et CSS de choses qui n'existent plus ou qui ne devraient plus exister. On a par exemple l'élément hgroup, qui n'a jamais eu d'implémentation sémantique dans les navigateurs. C'est un élément qui était censé vous permettre de regrouper vos headings, ce qui arrive souvent dans des documents. En l'occurrence, aucun navigateur ne l'a jamais implémenté, donc c'est sorti des specs 10 ans après y être entré, juste parce que tout le monde s'en fichait, il n'y avait pas d'intérêt à cet élément. Et vous avez la couche de bon sens, par exemple dans les CSS modernes, qui commence à apparaître de plus en plus dans la veille, parce qu'on fait des trucs vraiment incroyables avec CSS maintenant. Les pseudo-classes is et where, qui sont hyper populaires pour vous faire gagner en code écrit en CSS, qui deviennent populaires parce que c'est très récent.
Elles vous font effectivement gagner quelques octets en évitant de dupliquer des sélecteurs. Par contre, votre support navigateur se prend 10 ans dans la gueule et vous vous retrouvez à ne supporter que les navigateurs de 2022. Il est probable que vos projets ne doivent pas tolérer que les navigateurs de cette année. Accessoirement, le HTML, ça se valide. Il y a une syntaxe et une grammaire qui sont spécifiées. Votre éditeur de code peut le faire. Vous pouvez le faire. Valider votre HTML, ça vous permet aussi d'éviter d'autres problèmes. Je précise d'entrée que j'aime bien JavaScript. C'est pas contre JavaScript, hein. Il est pas méchant et tout ça, on en a besoin. Il est devenu indispensable aujourd'hui. Littéralement, si vous voulez faire quelque chose d'accessible aujourd'hui, vous devez avoir du JavaScript quelque part. Sauf si vous faites vraiment un blog statique avec du contenu qui bouge pas. JavaScript est obligatoire aujourd'hui dès que vous devez gérer des interactions avancées. Par contre, vous devez l'utiliser en troisième ressort. Comme je vous l'ai expliqué, d'abord il y a HTML et CSS qui vous permettent de faire énormément de choses. Pour implémenter les couches suivantes, Aria, les polyfills, les frameworks, généralement vous allez tomber sur du JavaScript, c'est indispensable ou presque. L'objectif de la conférence, c'est vous faire découvrir du HTML que vous avez peut-être raté dans votre veille et qui va vous faire un petit waouh, en fait, JavaScript. Bah. Je fais un petit aparté encore. L'écosystème Node.js, qui est très tendance aujourd'hui avec les nouveautés qui arrivent en CSS. On voit énormément de démos circuler un peu partout qui vous disent je fais ça en CSS only. C'est pas possible. CSS, c'est un langage qui s'applique à un document balisé. Donc en fait, si vous n'avez pas un document balisé devant CSS, vous ne faites rien en CSS only. Vous écrivez, il ne se passe rien. Donc c'est toujours HTML et CSS only. Dans le web, on n'a rien de nouveau. JavaScript a toujours poussé CSS et HTML dans leur retranchement depuis le début, depuis l'existence de ce langage. La gestion du survol avant l'apparition de la pseudo-classe Hoover en CSS. La plupart d'entre vous n'ont probablement pas connu ça, mais on devait utiliser JavaScript pour faire des effets de survol à l'époque. Il y a un terme qui est resté dans la culture populaire à ce propos, chez les designers principalement, alors qu'ils n'ont pas connu ce truc-là, c'est la méthode rollover, qui était un truc d'une bibliothèque JavaScript pour gérer du survol. Vous entendez encore ce terme rollover, ça n'existe plus depuis 25 ans. La gestion des typographies personnalisées. Aujourd'hui, on a Fontface, ça marche du feu de Dieu. C'est dans les specs depuis 1998, il a fallu attendre IE6 pour avoir une implémentation dans les navigateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'était à peu près en 2005. Donc il y a eu un petit trou. Entre-temps, pour faire ça, soit vous utilisiez des gros placards en images et du CSS un peu chelou pour virer votre texte et afficher l'image, soit vous utilisiez Qfon, qui dessinait les lettres en JavaScript, soit vous utilisiez Cypher, qui faisait ça en Flash. Voilà, ne faites plus ça. Hein, si la page de Qfon, je la mets. Hein, en fait, la doc existe encore si vous êtes curieux. Ça vaut le détour. Et puis, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées plutôt côté CSS ces dernières années. Le défilement doux, le smooth scroll. Je fais des traductions à la québécoise, m'en voulez pas. Vous pouvez le faire en CSS si vous utilisez encore du JavaScript pour faire ça. Arrêtez. Les éléments collants que vous pouvez laisser à des endroits et puis qui se remettent dans le flux en fonction de votre navigation. Avec la position sticky en CSS qui est supportée partout. Si vous utilisez encore du JavaScript pour placer des éléments, arrêtez. Le chargement paresseux, le lazy loading des images, vous avez en HTML une façon de faire ça. Alors, il y a encore des cas hyper avancés où vous devez utiliser JavaScript pour le faire correctement. Par contre, vous avez une version native HTML et c'est hyper cool. Tous ces usages-là, en fait, ils étaient implémentés en JavaScript parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Les gens qui ont eu l'idée, qui ont conçu ces trucs-là, n'avaient que JavaScript pour le faire à l'époque. Aujourd'hui, ça a inspiré beaucoup de monde, c'est devenu des standards de fait en JavaScript, et donc en tant que standard de fait, ça a été intégré dans les standards web, HTML, CSS notamment. À ce propos, je tiens à vous signaler que jQuery, c'est un des trucs les plus ouf qui s'est jamais produit dans l'écosystème web, puisqu'aujourd'hui, vous avez la moitié des API DOM qui sont basées littéralement sur ce que faisait jQuery. Et que, par exemple, pour l'anecdote, AngularJS, la première version d'Angular, c'était juste une interface de la syntaxe, du sucre syntaxique, pardon, pour jQuery. Quand vous faisiez un ngIf sur AngularJS, ça faisait un jQuery.hide et jQuery.show conditionnellement derrière. Voilà. Je pense que la plupart des gens utilisent Angular aujourd'hui sans avoir jamais regardé les sources d'AngularJS. C'était un truc de dingue. Attention,
Tout ce que je vais vous montrer là, si vous voulez, si vous avez déjà des applications, des projets qui font ça très bien, allez pas tout défoncer. Et si vous le faites, testez la compatibilité navigateur, la restitution par les technologies d'assistance, avec une équipe QA, des utilisateurs. Testez. Comme tous les trucs, à chaque fois que vous allez changer un truc, testez. On va commencer. C'est l'introduction. En HTML, vous pouvez aujourd'hui faire une liste de suggestions. Vous commencez à saisir un truc dans un élément de formulaire et vous voulez avoir une liste de suggestions qui apparaît. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une bibliothèque JavaScript pour faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un composant matériel ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui existe en HTML pour ça. C'est un élément qui s'appelle DataList, qui fonctionne un peu comme un label que vous allez associer au champ de formulaire avec l'attribut list. Donc sur votre DataList, vous mettez un ID, sur votre input, vous mettez un attribut list qui reprend cet ID. Et cette DataList contient des options, de la même façon que vous mettez des options dans une liste déroulante, dans un select. Voilà, vous avez une liste de suggestions. Si je vous demande quel est le meilleur langage de programmation, évidemment, vous allez me répondre HTML. J'ai juste à saisir le premier caractère pour que le navigateur me propose. Si en fait vous aimez plutôt les trucs visuels, ça va être CSS. Et ça marche. Comme vous pouvez le voir, ce sont des options. Donc, comme pour les listes déroulantes, vous avez les styles de votre système d'exploitation. Vous ne pouvez pas les styler, les options, ça n'a pas changé encore. Ça changera peut-être un jour. En revanche, c'est juste natif, vous n'avez pas de JavaScript dessus. Donc, quand vous devez proposer ce genre de fonctionnalité, la moindre des choses, c'est de regarder si vous pouvez le faire en HTML et éventuellement, si vraiment il faut aller les styler, vous avez votre base HTML qui marche et après, vous pouvez aller bricoler en JavaScript par-dessus. Ce qui est très intéressant avec DataList, c'est que, à part sur Firefox qui ne supporte ça que pour les éléments de champ de formulaire dans lesquels vous allez saisir à la main, donc les textes, les dates, ce genre de choses, les autres navigateurs le supportent. Voilà. Safari, je suis pas habitué. Enfin, Firefox, c'est Mac. Le support sur tous les types d'éléments. Si vous faites un input type color, donc qui vous permet d'afficher le color picker, sur Edge, Chrome, Safari, tous les navigateurs sauf Firefox, en fait, vous allez avoir une liste de suggestions de couleurs sous votre date picker. C'est pas mal intéressant quand vous faites un CMS, c'est que vos utilisateurs veulent absolument pouvoir personnaliser la couleur de leur titre et tout ça, et que vous ne voulez pas qu'ils aient accès à la fête foraine du color picker. Vous pouvez restreindre les listes de couleurs que vous allez leur suggérer, et donc faire en sorte de forcer l'utilisation de couleurs que vous avez prédéfinies. Hop. Le support de DataList est excellent. Il va falloir que je choisisse une couleur, j'ai l'impression. Il est trop bien ce vert. Ou pas. Ouh, il se passe un truc. Voilà, écoutez, il va rester avec nous pour un petit moment, je crois. Bon, très bien. Niveau compatibilité, c'est supporté partout, donc sauf sur Firefox, si je supporte que pour les éléments de type texte, pour les inputs de type texte. Il y a un japonais, Eiji Kitamura, qui vous a fait une page de démonstration de tous les types d'inputs disponibles avec des datalists pour que vous voyez ce que ça fait. Si je vous dis qu'au-delà des couleurs, ça fonctionne aussi avec des inputs type date, par exemple, il se passe des trucs qui deviennent super intéressants si vous bossez sur une appli où vous pouvez faire de la réservation de créneaux ou de trucs comme ça. Côté accessibilité, c'est supporté partout, par tout le monde. Il y a une seule limite, c'est quand vous alimentez dynamiquement le datalist qui est déjà affiché, la plupart des navigateurs ne vont pas restituer le changement. Vous allez effectivement changer la liste d'options qui apparaît visuellement, par contre pour un lecteur d'écran, il n'aura pas le changement. Donc ça, pour ceux qui sont habitués à faire de l'accessibilité, c'est un problème très courant. On utilise ce qu'on appelle une live region en ARIA, qui va restituer, qui va vocaliser les changements dans la page. L'auto-remplissage ou le pré-remplissage, les termes se confondent un petit peu. Si votre formulaire demande des données personnelles relatives à l'identité à l'utilisateur, à son identité, pas à l'identité de quelqu'un d'autre, vous n'avez probablement pas besoin d'une bibliothèque pour autocompléter la commune en fonction de son code postal, par exemple,
en passant par une API de la Poste qui va vous sortir des requêtes dans tous les sens. Vous pouvez simplement demander à son navigateur s'il a déjà l'info. Spoiler, il l'a probablement déjà. Pour ça, vous avez l'attribut autocomplete qui prend, il y a aujourd'hui 137 valeurs dans la spec HTML de valeurs possibles pour autocomplete. C'est très intéressant pour le nom, le prénom, le mail, l'adresse postale. Vous en avez beaucoup qui sont autour de la numéro de carte de crédit. Il y a Google dans les specs. Et il y a 3 valeurs qui sont extrêmement intéressantes. Donc, je ne vais pas faire la démo sur l'email parce que ce n'est pas mon ordinateur, je ne sais pas quels mails vont apparaître dans la liste déroulante. Parfois, c'est beaucoup trop et il vaudrait mieux pas. Par contre, avec les valeurs new password, par exemple, vous connaissez peut-être ça, votre navigateur est capable de vous proposer des valeurs possibles pour un mot de passe. Tous les navigateurs aujourd'hui sont capables de le faire, même vos navigateurs sur mobile. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc si vous regardez un petit peu le détail, Firefox, il vous propose un mot de passe. Si vous cliquez dessus, il vous le remplit. Et il l'a déjà enregistré dans sa base de mots de passe. En termes d'accessibilité, ça, aujourd'hui, c'est indispensable parce que ça permet à vos utilisateurs de ne pas saisir toutes les infos que vous leur demandez tout le temps. Sur un formulaire qui est à rallonge, où vous demandez toutes les informations sur son identité, vous n'avez pas besoin de le faire écrire. Son navigateur le connaît. Utilisez juste l'attribut autocomplete au bon endroit. Il y a une autre valeur qui est très marrante sur mobile, c'est la valeur one-time-code pour autocomplete, en fait, où si vous faites de la double authentification, que vous envoyez un SMS à votre utilisateur avec un mot de passe, généralement sont 6 chiffres. Les systèmes d'exploitation mobile aujourd'hui, si vous avez l'attribut autocomplete, sont capables de détecter depuis le navigateur que via un SMS, vous avez reçu un code compatible et le pré-remplir. Plutôt que de changer d'application, copier-coller, machin et renvoyer, faites gagner du temps à vos utilisateurs, ils vous diront merci. Compatibilité et accessibilité, on est toujours dans un truc qui est excellemment bien supporté. C'est très vieux, ça a plus de 10 ans, autocomplete. Il y a une valeur qu'ils n'implémenteront jamais, c'est off pour empêcher l'autocomplétion, sauf sur les checkbox et les boutons radio. Je sais pas. Donc voilà, off, ils le font volontairement pas pour que eux, en tant que navigateurs, puissent proposer la meilleure expérience possible à leurs utilisateurs. Ça, en tout cas, c'est leur argument. Chrome, par exemple, on se doute que c'est pas trop ça la vraie raison. Côté accessibilité, non seulement c'est pleinement accessible, mais en plus c'est requis par les WCAG 2.1 et le RG2A 4.1. Si vous faites de l'accessibilité, si vous devez vous conformer à un référentiel d'accessibilité aujourd'hui, vous êtes obligé de les utiliser sur les champs qui demandent des données personnelles à l'utilisateur. Formater la saisie, je ne sais pas si comme moi vous avez un accent tréma ou un truc comme ça dans votre prénom, dans votre nom, dans votre adresse, mais combien de fois on reçoit par la poste des trucs avec... on ne sait pas quoi, on ne sait même pas. On se doute bien en tant que professionnel du web qu'il y a un moment ça a mal communiqué entre le front, le back, la base de données et le service qui a fait une impression quelconque au bout. En tout cas ça n'a pas marché à un moment donné. Côté HTML, en fait, vous avez une première couche où vous pouvez valider et éviter ce genre de problème. Vous pouvez formater, en tout cas anticiper le format de données que vous allez demander à votre utilisateur. Vous avez l'attribut pattern en HTML, qui est un attribut hyper cool parce que en valeur, vous lui mettez des expressions régulières. C'est génial. Et donc vous allez littéralement exiger de l'utilisateur un format particulier. Donc si vous ne supportez pas les accents, c'est le moment de le mettre pour éviter de recevoir des trucs bizarres. Typiquement ici, si vous savez lire les expressions régulières, mon input type password, il ne va être valide que si j'ai des lettres minuscules uniquement et entre 4 et 8 lettres minuscules. Donc si je m'amuse à saisir, hop, c'est valide. C'est plus valide. L'affichage de l'état, c'est que du CSS avec les pseudoclasses valide, invalide. Il n'y a absolument rien d'autre que l'attribut pattern, les pseudoclasses valide et invalide, et évidemment un petit background pour faire la petite icône. Et voilà, ça marche. Donc, en sachant faire ça côté HTML, c'est invraisemblable que vous ayez des trucs quelque part après dans la chaîne
qui ne sache pas gérer votre encodage. Ça arrive. J'attire votre attention sur 3 autres petits attributs sur ce champ qui sont hyper utiles et hyper agréables pour les utilisateurs pour éviter de leur casser les pieds quand vous leur demandez de saisir un email ou un mot de passe. L'attribut spellcheck que vous pouvez mettre à false pour éviter que votre navigateur ne vous fasse des suggestions de correction orthographique sur votre mot de passe. L'attribut autocorrect à off pour éviter qu'il n'applique les suggestions de correction orthographique sur votre mot de passe ou votre adresse mail. Le nombre de champs mail où je commence à écrire mon adresse mail avec mon prénom et il me corrige, il me fout un tréma et une majuscule au début. Et donc auto-capitalize à known qui va éviter qu'il vous mette systématiquement une capitale en première lettre. Là, vous avez un petit combo magique quand même pour grandement simplifier la vie de vos utilisateurs. Ils s'en rendront même pas compte, mais justement, ils s'en rendront pas compte. Ils vous les ferez pas chier avec des trucs que vous pouvez gérer très facilement. Pardon pour les gros mots. Ah oui, non, on va pas mettre à jour le mot de passe, merci. Donc l'attribut pattern, c'est juste un attribut, une contrainte. Il n'est pas restitué aux technologies d'assistance. Donc quelqu'un qui arrive avec un lecteur d'écran sur un champ qui a un attribut pattern, le champ ne lui dira rien, enfin n'explicitera pas ce pattern. Ça nécessiterait que les lecteurs d'écran soient suffisamment intelligents pour interpréter textuellement une expression régulière. Si vous savez de quoi je parle, vous vous doutez bien que, vu la galère qu'on a à écrire des expressions régulières correctes, un lecteur d'écran ne va pas s'amuser à les convertir en langage naturel. Ça viendra peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, on va éviter. Donc, côté accessibilité, vous devez mentionner quelque part, généralement autour du champ, avant, après, dans le label, la contrainte que vous appliquez. Et vous devez l'expliquer en langage naturel, évidemment. Donc là, en l'occurrence, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait entre 4 et 8 lettres minuscules, c'est la règle, histoire que l'utilisateur soit prévenu qu'il y a cette contrainte et qu'il ne se retrouve pas avec un champ en erreur et qu'il ne sache pas exactement ce qui se passe. Côté sécurité, l'attribut dont je vous ai parlé, spellcheck false, il a aussi un gros avantage. C'est quand vous utilisez un navigateur par une célèbre marque que j'ai déjà bâché 2 ou 3 fois. Il vous propose de faire de la traduction automatique de tous vos contenus. Si vous allez sur une page anglaise, il va vous dire « Est-ce que vous voulez la traduire en français ?» Il va essayer de traduire les données que vous rentrez dans un champ de formulaire. C'est vous qui les rentrez. Pourquoi ? Ce qui se passe en fait quand Google vous propose ça, et Microsoft le fait aussi malheureusement, quand ils essaient de corriger l'orthographe ou de traduire, ils interrogent un serveur distant. Donc ils prennent vos données, ils les poussent sur un serveur distant. Vous êtes en train de saisir un mot de passe. Spellcheck false. Ça évite l'exfiltration de données, sachant qu'on n'a absolument aucune idée de ce qu'ils font avec derrière. On en a une petite idée. En HTML, vous avez aussi toute une collection d'API avec lesquelles vous interagissez en JavaScript, mais qui sont quand même du standard HTML, et vous en avez une qui est absolument magique quand vous commencez à gérer des formulaires avancés, c'est l'API de validation des contraintes. Elle vous permet de personnaliser par exemple les petits messages d'erreur natifs qui apparaissent, que le navigateur vous propose quand il y a une erreur. Genre quand vous avez un champ required qui est vide et qui vous dit veuillez remplir ce mot de passe. En fait, ce champ-là, cet affichage-là de messages d'erreur, vous pouvez le personnaliser. Le seul truc qui devient pénible avec ça, c'est que si vous êtes sur un site multilingue, il faut personnaliser toutes les langues que vous voulez supporter. Mais vous pouvez le faire très facilement. Donc votre bibliothèque de validation de formulaire et tout ça. Côté formulaire, vous avez probablement pu regarder la conférence de Geoffrey Croft ce matin sur les formulaires et toute la partie expérience utilisateur. Il a probablement mentionné plein de trucs intéressants, dont ceux-là, je pense. Stéphanie Walter, hier, a parlé de la documentation de l'accessibilité. Elle a aussi, entre autres, écrit un excellent article super complet sur Smashing Magazine sur comment aider vos utilisateurs à remplir vos formulaires. Donc, au-delà de ce que je vous ai déjà présenté, vous avez par exemple pour les smartphones les attributs input mode et enter key int qui sont hyper marrants parce que input mode va vous permettre de personnaliser le clavier virtuel qui apparaît quand vous saisissez dans un champ. Donc par exemple, si vous saisissez des chiffres, si vous demandez un numéro de téléphone, vous pouvez mettre un input mode numérique, vous aurez le clavier numérique. Enter key int va vous permettre de personnaliser l'action sur la touche entrée de votre clavier virtuel de smartphone. Donc si c'est une recherche, vous lui mettez Enter key int search, et il va vous mettre une petite loupe sur le bouton entrée du champ. Donc évidemment, vous avez plein de valeurs pour ces trucs-là. Regardez, c'est hyper intéressant et ça permet vraiment de faciliter la vie de vos utilisateurs.
sachant que pour les navigateurs éventuellement qui ne supporteraient pas ces attributs, eh ben, il ne se passe rien en fait. Ils n'ont juste pas l'enrichissement, mais au final, ils sont toujours au même endroit qu'avant. L'attribut capture sur les input type file qui vous permet de définir si vous voulez par exemple prendre une vidéo et une photo avec le téléphone de votre utilisateur. C'est hyper intéressant dans un contexte mobile, je sais pas, vous faites une application qui nécesse d'uploader une facture, un devis ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre un simple input type file avec un capture photo ou média, je ne sais plus exactement quelle est la valeur. Et il va ouvrir directement, au lieu de vous ouvrir le système de fichiers, il va vous ouvrir l'appareil photo. Ça aussi, vous faites gagner quand même un certain temps à vos utilisateurs. Et il y a des trucs qui sont vraiment ultra modernes. L'attribut for et ID pour les formulaires, pour associer un label à son champ de formulaire. L'attribut name pour associer des boutons radio ensemble, pour que vous puissiez naviguer avec les flèches dans un groupe de boutons radio. C'est le comportement attendu. L'attribut type sur les boutons. Pensez à expliciter systématiquement l'attribut type sur les boutons. L'attribut type par défaut, c'est submit. Donc un button qui n'a pas un attribut type, il va essayer de trouver un formulaire à soumettre, genre en mode formulaire. Vous voulez pas ça, en fait, surtout dans les applications front, vous avez des formulaires, des trucs complexes et tout ça. Le cas le plus courant, c'est que vous avez un petit date picker avec un petit bouton pour ouvrir un calendrier pour choisir une date. Votre bouton pour ouvrir le calendrier n'a pas d'attribut type button. Et ben vous ouvrez votre calendrier, le formulaire est soumis. C'est magique. Vous voudriez faire chier l'utilisateur que vous ne feriez pas différemment. Actions et méthodes pour personnaliser ce qui se produit quand vous soumettez le formulaire. Aujourd'hui, ça a l'air désuet, on les oublie tout le temps parce qu'on a toujours un service derrière qui va s'en occuper. Sauf que si votre service est en rade, c'est peut-être intéressant d'avoir un fallback, serveur, standard. En tout cas, vous pouvez le faire. On va voir que l'attribut méthode est aussi très intéressant pour un autre contexte. Et form action, form méthode sont les mêmes attributs, mais si votre bouton de soumission est à l'extérieur de vos formulaires, vous allez pouvoir associer ces actions au formulaire que le bouton va soumettre. C'est cool aussi. Et donc je vous ai déjà mentionné l'article de Stephanie Walters sur le Smashing Magazine. Alex Olacek a créé un configurateur de champ de formulaire pour mobile, où vous allez jouer avec input mode, enter key int, etc. Et avoir une restitution visuelle de ce qui se passe sur un iPhone ou sur un Android. Et vous allez pouvoir comme ça personnaliser votre champ de formulaire directement et vous aurez juste à prendre votre HTML et savoir que vous aurez la meilleure expérience possible pour votre utilisateur. Un bloc dépliant, ça c'est le truc, on en a partout, tout le temps, on ne sait pas trop pourquoi. On masque du contenu par défaut à l'utilisateur. Mais si jamais vous devez avoir du contenu caché que l'utilisateur peut ouvrir en appuyant sur un bouton, généralement c'est voire plus, voire moins. Vous pouvez implémenter le motif de conception ARIA Disclosure. Si vous ne le connaissez pas, il est très simple. Vous avez un bouton, un élément caché en dessous, l'attribut ARIA Expanded sur le bouton qui passe de true à false en fonction de l'état. Et voilà, vous avez implémenté un motif de conception ARIA complet. Mais on a déjà évoqué la première règle d'ARIA dans des conférences avant. La première règle d'ARIA stipule que si vous pouvez le faire en HTML, faites-le en HTML, n'utilisez pas ARIA. Devinez quoi? On peut le faire en HTML. Vous avez les éléments details et summary qui sont faits pour travailler ensemble, exactement comme fieldset et legend par exemple. Vous ne pouvez pas utiliser l'un sans l'autre. Enfin, vous pouvez, mais ce n'est pas légal. Et donc c'est très simple, hein, les noms des éléments HTML sont quand même explicites. Vous avez un résumé affiché par défaut, et vous pouvez ouvrir le détail quand vous cliquez sur le résumé. Vous pouvez mettre voir plus si vous voulez. Je ne suis pas sûr que l'utilisateur comprenne ce qui va lui tomber dessus. Mais en fait, vous avez juste du HTML, vous cliquez dessus, pof, ça fait... Voilà. Ce qui se passe techniquement, c'est que sur le detail, vous avez un attribut open qui apparaît, qui est un peu l'opposé de l'attribut hidden, pour masquer des trucs. Et voilà. C'est tout. Côté accessibilité, c'est supporté par tout le monde depuis longtemps. Donc pourquoi j'ai un slide avec plein de texte sur l'accessibilité de ce truc-là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est tellement magique ce petit couple d'éléments qu'on a des entreprises, des gens, des vedettes qui publient des composants qui s'appuient sur ce comportement-là, alors que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Si vous regardez le site de github.com, quasiment toutes les interactions où vous affichez des trucs sont du details et du summary. Il n'y a aucune raison de faire ça. La moitié de leurs composants n'ont rien à voir avec un bloc de détails que vous ouvrez. Leur menu
Quand vous dépliez un truc, c'est du détail, c'est du summary. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour afficher du contenu supplémentaire, pas juste des petits trucs d'interaction. Donc Details, vous pouvez vous amuser à le détourner, mais c'est pas fait pour, entre autres, des accordéons, parce que c'est un duo, un binôme, Details et Summary. Vous pouvez pas en avoir plusieurs associés entre eux, c'est pas fait pour. Des onglets, même combat. C'est pas un menu de navigation non plus, comme je viens de citer l'exemple de GitHub. C'est pas non plus une fenêtre de dialogue, c'est pas juste un trigger pour ouvrir un truc. C'est pas, voilà, c'est pas une poubelle en fait. Adrian Roselli, si vous ne connaissez pas ce nom-là, je vous invite fortement à le garder en tête, à le suivre sur Twitter, à regarder son blog. Ça fait 30 ans qu'il tient un blog sur l'accessibilité. Il a écrit un article sur les détournements potentiels de détails et il a expliqué pourquoi il ne fallait pas. Et donc c'est extrêmement intéressant. Il a écrit plein d'autres articles intéressants, évidemment. Les principaux défauts dans le modèle, c'est que vous ne pouvez pas le fermer avec échappe. Donc quand vous ouvrez un menu, par exemple, qui est superposé à la page, en fait, vous devez pouvoir le fermer avec échappe. C'est une convention en termes d'accessibilité, vous devez pouvoir faire ça. Un autre problème qu'il y a, c'est que Summary a un rôle button, donc c'est vraiment, ça se comporte comme un bouton. Et dans un bouton, vous ne pouvez pas mettre de niveau de titre, par exemple. Alors que ce Summary, c'est intéressant de potentiellement l'avoir sur un niveau de titre. Si c'est le cas, bah, n'utilisez pas des TG Summary. Si ce résumé doit apparaître dans votre liste de titres, dans votre hiérarchie de titres, n'utilisez pas ça. C'est aussi simple que ça. Scott O'Hara, c'est encore un nom que je vais citer très souvent. Même combat, un expert accessibilité depuis très longtemps, a fait des articles, toute une série d'articles sur ces deux éléments et toutes les dérives, le support qui évolue des navigateurs, etc. Donc il y a des choses qui remontent à loin. Globalement, ça marche pour ce pourquoi c'est fait. Il faut le dire. L'exemple suivant, c'est une fenêtre modale. Et là, pour le coup, une fenêtre qui s'ouvre quand vous cliquez sur un bouton. Généralement, vous en avez besoin parce que vous exigez de l'internaute une interaction pour valider. Vous êtes sûr de vouloir supprimer ce truc? Ça a l'air bien pourtant. Généralement, c'est une fenêtre modale qui apparaît, ce qu'on appelle une boîte de dialogue. Mais vous me voyez venir. Pourquoi JavaScript? Vous avez en HTML un élément dialogue qui existe depuis longtemps, qui est supporté depuis 1 an, grosso modo, mais qui marche juste magiquement. Là, en tout et pour tout, j'ai mon écouteur d'événements sur le clic, en inline, hein, pardon, qui fait un show modal, et puis c'est tout, quoi. Ça marche. Alors j'ai mis une petite bordure, j'ai mis un petit effet de flou derrière pour faire joli, mais c'est tout. C'est tout. L'élément dialogue, vous pouvez l'ouvrir de deux façons. Vous pouvez faire une fenêtre modale, donc vraiment celle qui empêche l'utilisateur d'interagir avec le reste de la page. Hop, on réouvre. Hop, je ne peux plus toucher le bouton. Oh, dommage. Et vous avez la méthode show qui l'ouvre juste comme une fenêtre, donc qui vous permet encore d'interagir avec le reste de la page. Je ne sais pas trop quand vous avez besoin de ça, mais si vous avez besoin, c'est voilà, la seule distinction en fait pour basculer vraiment d'un mode de compatibilité à un autre, point show ou point show modal. C'est facile à retenir. Et vous avez vu du coup que je ne m'embête même pas à faire un sélecteur d'événements, un truc comme ça. Vous mettez un ID sur l'élément dialogue et c'est exposé directement dans votre navigateur. Vous pouvez y accéder en JavaScript. Ce qui est assez magique, c'est que donc, généralement, les fenêtres modales vous exigent une interaction de l'utilisateur, vous voulez valider un truc. Donc vous avez un formulaire avec un bouton de soumission. Devinez où on revoit apparaître l'attribut méthode sur les formulaires. Ici, en fait, vous avez une nouvelle méthode qui est apparue en même temps que l'élément dialogue, qui va au-delà de get, post, etc. Qui va dire que si ce formulaire-là est dans un élément dialogue, la soumission du formulaire va entraîner la fermeture du dialogue et transmettre les données avec l'API form data à la page qui héberge la fenêtre modale. Et donc vous avez juste rien de plus à faire pour fermer votre modèle qu'avoir un button. Du coup, vous avez vu, j'ai pas mis de type button, comme ça c'est un bouton de soumission. Ne faites pas ça si vous ne savez pas ce que vous faites. Et donc voilà, vous pouvez facilement ouvrir, fermer la fenêtre, transmettre des données via la fermeture, l'événement de fermeture. Et ça marche. Aussi simple que ça. Comme je vous le disais, le support navigateur, là, c'est là où je vous vends un peu du rêve. Celui-là, c'est quand même supporté depuis peu, notamment par Safari, qui ne l'a implémenté que début 2022. Firefox a retiré le flag de support expérimental en début 2022 aussi, mais ça fait presque 10 ans qu'il le supporte. Je ne sais pas pourquoi ils avaient juste oublié qu'il y avait un flag devant, je ne sais pas.
Pour la note positive, malgré ce support très récent, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez les différents implémentateurs de navigateurs web, donc Mozilla, Google, Microsoft, etc., qui se mettent d'accord tous les ans sur ce qu'ils veulent harmoniser dans leurs implémentations respectives. C'est une opération qui s'appelle Interop, c'est la 3e année consécutive que ça existe, et ça va continuer évidemment. Ils se mettent d'accord sur les trucs qui sont les plus attendus par les développeurs, et ils le développent tous dans l'année. Dialog fait partie des Interop 2022. Donc à la fin de l'année, en théorie, si tout le monde a bien bossé, on aura un support complet sur tous les navigateurs. Scott O'Hara a fait encore lui un point sur l'accessibilité de Dialog. Il y a des trucs où il faut se poser des questions. Ça marche, mais si vous voulez faire des trucs un peu exotiques, ça ne va pas suffire. Kitty Girodel a aussi fait, vous connaissez peut-être sa bibliothèque, qui s'appelle Accessibility Dialog, qui est un truc de référence depuis presque 10 ans maintenant. Il a fait une page dans sa documentation justement pour expliquer les différences entre l'élément natif Dialog et ce qu'on implémente traditionnellement en JavaScript. C'est hyper intéressant, la plupart des points, vous pouvez les résoudre extrêmement facilement. Pour information, sur la V6 de Accessibility Dialog, ils supportaient l'élément Dialog, ils l'ont enlevé en V7, ils vont le remettre en V8 parce que ça marche mieux maintenant. Et donc c'est juste magique. Afficher un résultat quand vous bossez sur des formulaires, je ne sais pas, vous faites des simulations par exemple ou des calculs quelconques, et vous avez un endroit où le résultat de l'interaction de l'internaute affiche un résultat. Typiquement une simulation, vous lancez la simulation, paf, vous avez un résultat. Pourquoi devoir faire tout un micmac de div et de trucs comme ça quand vous avez un élément qui permet de restituer ça, y compris au lecteur d'écran, nativement? Vous avez l'élément output. Vous connaissez tous l'élément input. Il a l'air d'être là depuis avant qu'on soit né. Ce n'est pas le cas. Par contre, l'élément output, il est là depuis un peu plus récemment, et donc lui, il est censé vous sortir des données. L'exemple le plus simple, c'est 2 champs de type number, vous faites une addition. Là, pour le coup, il y a du JavaScript, il ne calcule pas tout seul. C'est intelligent, mais pas à ce point-là. Et du coup, output est juste fait pour que vous poussiez le résultat de votre calcul. De toute façon, le calcul, vous allez faire, parce que si vous faites un calcul, c'est que vous avez besoin du résultat. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est un petit inner text ou inner HTML ou ce que vous voulez pour pousser le contenu dedans. Et paf, ça va être restitué à votre utilisateur, y compris un utilisateur de lecteur d'écran. C'est ça qui nous intéresse évidemment, parce que l'afficher dans une div ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez le faire depuis toujours. L'afficher dans un élément HTML sans écrire plus de code qu'avant, mais que ce soit quand même restitué au lecteur d'écran, ça vous ne pouviez pas le faire. Il y a un truc rigolo qui est arrivé dans la spec avec l'élément output, c'est que l'attribut for aujourd'hui a le droit, techniquement parlant, de prendre plusieurs valeurs. Et c'est uniquement sur l'élément output, évidemment. L'idée, c'est de l'associer, techniquement parlant, aux différents champs dont il est l'agrégat. Côté accessibilité, vous voyez un petit attribut role, évidemment, que vous connaissez peut-être, qui est important aujourd'hui, plus pour structurer le support navigateur. Output, de base, il est extrêmement bien supporté par les navigateurs, il est bien exposé aux technologies d'assistance. Par contre, dans certains cas, quand vous mettez à jour le contenu de manière peu orthodoxe, vous avez besoin d'expliciter le fait qu'il va restituer à l'utilisateur de lecteur d'écran. Donc vous mettez un role status. On se retrouve sur un des design patterns ARIA pour les live régions, que j'ai déjà cité plus haut. Et donc c'est tout ce que vous avez à faire. L'élément output, le role status, pousser du contenu dedans, sinon il ne sert à rien. Et voilà, vous avez une zone qui va restituer dynamiquement à votre utilisateur de lecteur d'écran le résultat de votre calcul. Soyez prudent avec une chose, c'est que si vous mettez du HTML dans ce résultat, ce ne sera pas lu, ce sera lu textuellement par un lecteur d'écran. Donc si vous mettez par exemple des éléments interactifs comme des liens ou des boutons dans votre résultat, ce ne sera pas lu, ce sera lu comme du texte. C'est moins pratique qu'à utiliser. Un truc qu'on trouve très souvent dans les applications métiers, des tableaux, plein de tableaux avec des filtres et des trucs, et c'est trop bien, des paginations. La mise en colonne, la mise en avant d'une colonne quand vous appliquez un filtre ou un tri sur une colonne. Il y a plein de façons de faire ça. Vous avez des façons très compliquées et vous avez des façons très simples. Manuel Matuzovic en a partagé une qui nécessite grosso modo
une ligne de CSS et un peu de HTML pour que ça fonctionne. L'idée, c'est d'utiliser la pseudo-classe target en CSS qui, elle, va cibler l'élément dont l'ID correspond au hash dans l'URL. Donc l'encre ciblée par une URL. Et vous couplez ça, le système d'une encre, donc un ahref qui vise un ID dans la même page, la pseudo-classe target qui va faire quelque chose quand cette encre est ciblée, et des éléments qui sont là depuis grosso modo 1998 aussi, call group et call, donc des éléments qui sont là pour représenter la structure verticale d'un tableau de données qui n'apparaissent pas, qui n'ont pas d'influence sur le layout de votre tableau, auquel par contre vous pouvez appliquer certaines propriétés CSS, dont background. Donc en l'occurrence, vous cliquez sur un lien qui cible une des colonnes de votre liste, et voilà, vous pouvez juste mettre un background color sur votre target et ça marche. C'est beaucoup plus simple que de devoir bricoler avec des pseudo-éléments, avec des divs et des trucs comme ça, parce que Material a décidé de mettre 3 niveaux d'imbrication dans un tableau. Vous pouvez juste faire ça. Voilà. Call group n'a aucune incidence sur votre layout, comme je l'ai déjà dit, donc en fait ça ne vous coûte rien, peu importe la technologie que vous utilisez pour générer votre tableau. Mettre un lien sur un en-tête que vous voulez filtrer, globalement c'est plutôt le standard. Et donc la pseudo-classe target, ça vous coûte les 3 lignes de CSS si vous sautez des lignes avec vos accolades. Là, ça c'est mon petit plaisir perso du live coding grâce à Content Editable. Content Editable, c'est un attribut HTML que vous pouvez mettre n'importe où dans votre HTML et qui va vous permettre d'éditer dans la page HTML le contenu qui porte cet attribut. Certains navigateurs vont proposer des petits raccourcis, genre CTRL-B pour mettre en gras le texte que vous sélectionnez, des trucs comme ça, dans un élément Content Editable. Tous ne le font pas. Et ça, c'est une idée que Stephanie Eccles a proposée il y a 1 ou 2 ans déjà, qui est extrêmement simple. Quand vous faites du live coding de CSS notamment, vous pouvez faire un aperçu en direct de votre live coding. Donc déjà, un élément code ou style, en l'occurrence, peut être rendu éditable. Donc là, c'est vraiment une balise style que vous voyez affichée, qui est juste en display block avec l'attribut Content Editable. Si vous savez comment fonctionnent les styles, vous savez que si on met une balise style quelque part avec des styles en ligne dans le HTML, les styles que vous écrivez vont s'appliquer à toute la page ensuite. Vous n'allez pas pouvoir remonter avant l'élément style, par contre vous allez pouvoir appliquer des trucs après. En l'occurrence, la petite boîte container, elle a une classe box avec un background de Rebecca Purple, et si on s'amuse à le changer en red, et ben en fait ça s'applique directement. Il n'y a pas de JavaScript là-dedans. Un élément style en display block avec l'attribut Content Editable, et vous assurez juste que votre truc fonctionne. Et on peut s'amuser comme ça pendant longtemps, hein. Si vous voulez piquer des yeux, hop, McDonald's. C'est hyper bien. Enfin, voilà. Pour CSS, moi qui m'amuse beaucoup à faire des démos de CSS en direct, c'est juste incroyable. Le support navigateur est excellent, c'est vieux, c'est bien supporté. C'est peu utilisé parce qu'en fait, vous n'avez pas souvent l'usage de proposer à vos utilisateurs de modifier ce que vous êtes en train de faire. C'est la porte ouverte à tout un tas d'idées saugrenues, pour rester poli. Mon exemple favori, c'est un ensemble de projets qui s'appelle Office. Donc c'est un jeu de mots entre Office et Awful. Vous avez une idée de pourquoi j'aime ça. C'est une suite bureautique minimaliste, donc vous avez un tableur, un éditeur de slides, des trucs comme ça, qui sont uniquement en HTML basés sur l'attribut Content Editable. La version la plus simple d'un bloc-notes, c'est la ligne de code que vous avez là, que vous pouvez copier-coller dans votre barre d'URL de navigateur, et ça va vous ouvrir un bloc-notes littéralement. Le protocole data vous permet d'inliner tout ce que vous voulez tant que vous mettez un type mime cohérent. Donc là, texte HTML. Vous ouvrez votre balise HTML, vous le mettez en Content Editable, et paf, vous avez un document HTML dans lequel vous pouvez écrire. Vous avez un bloc-notes. C'est aussi un socle d'amélioration progressive pour la nouvelle génération d'éditeurs WYSIWYG. Donc la nouvelle génération, ça se bataille un peu avec les éditeurs de blocs, avec de gestion de blocs visuels. En l'occurrence, je vous parle bien de WYSIWYG. Vous avez Wig et Quill notamment qui s'appuient en fait sur l'attribut Content Editable et qui viennent juste écouter un peu ce que vous faites en JavaScript pour personnaliser l'interface et l'interaction avec des éléments Content Editable. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait ça devient des éditeurs WYSIWYG hyper légers par rapport au bourrinage que vous faisiez avant avec un texte ARIA qui nécessitait de parser du HTML pour afficher un truc. Et une fois résumé comme ça, normalement vous voyez un peu l'intérêt de la machine.
Et donc ça fonctionne du feu de Dieu. Et vous pouvez faire plein de trucs moches avec, si vous voulez. Il y a plein d'autres nouveautés en HTML qui sont arrivées ces dernières années. Il y a des éléments que j'affectionne particulièrement qui sont KBD, lui n'est pas nouveau. var et samp pour de la doc technique, parce que j'imagine que tout le monde écrit de la doc technique ici. KBD vous permet de baliser un raccourci clavier. Donc quand vous faites de la doc technique pour un composant accessible par exemple, vous devriez vous en servir. Si vous avez un code inline mais qui en fait représente une variable, vous avez l'élément var qui sert à ça, vous n'êtes pas obligé de mettre du code partout. Et donc ça vous permet de distinguer via les styles des variables du code statique. Ça me paraît intéressant dans un contexte de doc. Samp pour montrer un exemple de résultat par exemple dans de la doc encore une fois. C'est hyper intéressant. Sémantiquement, ça apporte pas forcément grand chose honnêtement. Par contre, vous pouvez styler différemment vos éléments de code en ligne selon qu'ils sont juste du code statique, des variables, des raccourcis clavier ou des exemples de résultats. Personnellement, ça me semble intéressant dans le contexte d'une doc. Vous avez l'élément time et l'attribut datetime, ils vont ensemble, qui permet de représenter une date, un horaire, un moment dans le temps. Donc time, vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans en n'importe quelle langue, n'importe quel format. Ça peut être il y a 3 mois par exemple, ça peut être un élément time. Ce qui est important, c'est que l'attribut datetime, lui, doit représenter ce moment-là au format UTC. Ça devient un peu moins rigolo, mais c'est toujours intéressant. Progress émetteur, pareil, ça je pense que vous en avez vu des caisses et des caisses sur des barres de progression, des indicateurs de mesure. Les exemples qui sont donnés souvent, c'est ceux de Windows avec un petit dégradé vert dégueulasse qui avance sur une barre. Ça marche. Donc en fait, pourquoi s'embêter à appliquer du JS, du ARIA et tout ça, en fait, quand vous avez ça qui fonctionne pour indiquer une simple mesure. Si vous faites un tableau de bord, je sais pas, du monitoring de prod ou des trucs comme ça, et que vous êtes en train de balancer tout un tas de scripts et de bibliothèques JavaScript pour faire votre interface, alors que c'est de l'interne et que personne va s'amuser à regarder si c'est joli ou pas, HTML. Audio et vidéo, vous connaissez probablement depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des standards qui sont imposés, qui fonctionnent incroyablement bien partout. Peut-être que certains se souviennent de quand on devait utiliser l'élément embed avec des fichiers SWF ou des trucs comme ça pour insérer des vidéos dans des pages web. On a audio et vidéo, merci. On a surtout aujourd'hui les attributs track, kind et srclang qui sont indispensables en fait toujours si vous voulez faire un truc accessible en fait. Track va vous permettre de lister par exemple des sous-titres ou de la vélotypie ou des trucs comme ça, des pistes différentes textuelles qui vont pouvoir être affichées à l'écran. Donc track est un élément, vous allez lui appliquer l'attribut kind qui va dire si ce sont des sous-titres, de la vélotypie ou ce genre de choses. Et vous avez l'attribut srclang que vous allez rajouter si jamais vous avez plusieurs fichiers de sous-titres par langue, hein, si vous sous-titrez en anglais, en français, etc. Track, kind, votre fichier WebVTT de préférence, et l'attribut srclang qui va varier et qui va permettre en fait au navigateur, via le player vidéo interne du navigateur, de vous proposer une liste déroulante des sous-titres disponibles. Pour ceux qui ont déjà implémenté un lecteur vidéo JavaScript, vous vous rendez compte du truc? C'est hallucinant. Il y a des choses qui vaudraient le coup pour une conférence entière, les Web Components. C'est un ensemble de spécifications. L'élément template est particulièrement intéressant. Si vous vous amusez encore à écrire à concaténer des chaînes de HTML dans votre JavaScript pour les pousser après dans votre DOM, vous faites pas bien. Vous avez l'élément template qui vous permet d'écrire ces chaînes de HTML dans votre HTML, là où il finira, et juste de le manipuler. Vous faites un template, vous le sélectionnez en JavaScript, avec Query Selector par exemple, vous faites un clone node, paf, et vous alimentez juste les éléments et vous poussez tout ça. Vous n'avez pas votre tartine de JS pour écrire du HTML. Vous cumulez ça avec slot, qui va vous permettre de définir des slots justement à alimenter dynamiquement. Vous commencez à vous rapprocher des web components purs et durs. Et vous avez des attributs après comme is, part et export parts qui deviennent hyper puissants côté web component. Is par exemple, en théorie, pour l'instant c'est supporté nulle part correctement, vous permet d'enrichir un élément natif. Genre vous voulez un paragraphe mais qu'il ait un truc spécial qui est défini dans un web component, vous mettez is et le nom de votre web component sur votre balise P et c'est censé fonctionner. Part et export part vous permettent d'exposer des morceaux de votre web component directement et de les exporter, donc hein, vous avez compris, export part. Et le shadow DOM, voilà, c'est encore un autre sujet. Les attributs data, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'en fait, si vous devez ajouter des attributs HTML
personnalisé, n'allez pas inventer des trucs qui ne sont pas préfixés par un namespace. Il y a une syntaxe en HTML, il y a une grammaire spécifique. Si vous voulez que votre HTML soit valide, utilisez le préfixe data devant vos attributs custom. En plus, ça vous les expose gratuitement via l'API dataset. Donc vous sélectionnez votre élément, vous faites .dataset et vous avez tous les attributs data qui sont exposés dans un tableau, enfin dans un objet, pardon. Et donc ça, c'est juste magique. Il y a récemment eu des petits soucis sur l'accessibilité de matériel Angular, par exemple, qui utilise l'attribut color pour mettre une couleur. Figurez-vous que c'est un élément, enfin un attribut qui existe en HTML et qui n'est pas fait pour ça, qui est interdit maintenant en fait. Et donc côté perf, il y a encore plein de choses. Preload, prefetch, preconnect, qui vous permettent d'anticiper sur vos connexions TCP. L'attribut loading que j'ai déjà évoqué. Defer Async, j'espère que vous connaissez. Fetch priorité qui arrive, qui est poussé notamment par Google, mais qui va vous permettre de définir la priorité de toutes les ressources statiques que vous appelez dans une page. C'est un truc de fou. Et voilà, j'ai une petite liste de crédits, notamment le moteur de présentation basé sur CSS Scroll Snap. Il n'y a pas de JavaScript pour faire cette présentation. Toujours par Stephanie Eccles. Les typographies que j'adore. Mon t-shirt façon ACDC, on m'a posé beaucoup de questions sur ce t-shirt-là, et c'est Steve Faulkner, un expert accessibilité de très longue date, qui s'amuse à publier, à créer des trucs comme ça, et je trouve ça juste trop bien. Donc allez voir son Etsy si ça vous amuse. Et voilà, je crois que j'ai réussi à tout dire.